Bonjour et bienvenue sur Nipep, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à la demande d'un abonné comment interpréter les résultats d'une capacité. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment vous pouvez créer des graphiques de capacité, des rapports de capacité dans Minitab en allant dans Stats. Ensuite, dans Outils de la qualité, et là, vous avez analyse de capacité et vous créez ici la normale avec des valeurs limites supérieures de surveillance inférieure et limite de surveillance supérieure, sans oublier la cible. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer une petite interprétation. Je dis une petite pourquoi? Parce que si je m'amuse à interpréter chaque ligne de ce rapport, je n'en sortirai pas. C'est pourquoi je vous mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens utiles. Vous verrez si vous voulez tout savoir sur les capacités, les CP, CPK, l'utilisation, les performances. Vous saurez tout et vous serez des experts. Donc ici, quand on a un rapport de capacité, on a généralement ici trois grands pavés. On a les données du procédé, ça c'est généralement les valeurs qu'on rentre, vous savez, dans options. La moyenne de l'échantillon, ça prend en compte, ça calcule la moyenne par rapport au nombre de l'échantillon. Ensuite, l'écart type, il se fait automatiquement également. Cet écart type qui peut être calculé sur Excel aussi. Je l'ai déjà fait une fois et ça fonctionne. Ensuite, on a ici le pavé de la capacité globale et la capacité potentielle, j'explique après. Et enfin, ici, on a les performances qui prennent en compte les ppm, ppm million. Et là, on voit ici une petite légende qui nous dit que le trait fort, ici en rouge, fort, c'est le global et en interrompu, c'est celui de l'intérieur. Sachez donc que le calcul du CP, donc si on veut déjà seulement prendre le CP et le PP, ces deux indicateurs ne prennent en compte que la variabilité du process et ne tiennent pas compte du centrage du procédé. C'est pourquoi ici, lorsqu'on voit le CP qui est à 2,73, dans un des liens que je vais vous mettre, vous verrez le tableau d'interprétation et de prise de décision par rapport aux résultats obtenus du CP. Quand le CP est supérieur à 1,67, on ne s'inquiète pas, tout va bien. Cependant, quand on regarde ici notre graphe, bien que le CP soit supérieur à 1,67, il faut quand même s'inquiéter. Parce qu'une petite dérive du process peut tout faire basculer et produire des non-conformités. Donc, après, fabriquer des produits non conformes. Il convient donc de regarder de plus près ici la valeur du PPK. Et parce que cette valeur correspond en fait à la vraie performance du procédé. Le PPK est utilisé pour évaluer la variabilité globale. C'est pour ça qu'on sait toujours bien de regarder à long terme. Parce qu'un procédé, je prends par exemple une ligne de cisaillage ou de pliage, on a beaucoup de mécanique. Donc, il y a des roulements, il y a des frottements. Donc, tout peut arriver sur la ligne. On peut avoir une vis qui se dessert. Cela peut générer un décalage au niveau des tolérances ou alors au niveau du produit qui ne rentre plus en fait dans les tolérances.
Et là, on obtient un produit non conforme. Donc, un produit mauvais qui ira à la poubelle. Alors que donc là, j'ai dit le PPK est utilisé pour évaluer la variabilité globale à long terme, alors que ici, le CPK, c'est l'indice de capacité à court terme qui estime la variabilité potentielle. Ça veut dire que quand on regarde ici notre graphe, on peut voir que bien que nous ne soyons pas centrés, on voit avec le CPK ici qui est de 1,83 que nous avons une petite stabilité parce que les valeurs ne sont pas dispersées, elles sont regroupées et on a une très belle formation de la courbe de Gauss ici. Donc, il faudra regarder pour travailler sur plutôt le centrage, c'est-à-dire l'indice K qui détermine le centrage du procédé et pas la variabilité du procédé. Donc là, on voit qu'on varie moins, mais on n'est pas centré. Si je prends à comparer ici par rapport à un autre graphe, on voit déjà ici que le CP est à 1,55, ce qui n'est pas aussi mauvais. C'est bien, mais c'est un procédé à surveiller. À surveiller, pourquoi? Parce que quand on regarde ici le PPK qui est à 0,57, la valeur à long terme, déjà inférieure à 1, c'est pas bon. Parce que quand le CPK ou le PPK est inférieur à 1, on a des soucis à se faire parce que une petite dérive, une petite variation sur la ligne, un petit paramètre qui change parce que lorsqu'on produit par exemple, on fait par exemple une production, on peut avoir l'injection de plusieurs paramètres tels que la pression, la température, blablabla, d'autres paramètres. Et si on ne fait pas attention, on peut très vite ici avoir une dérive et avoir plusieurs pièces non conformes, donc qui sont hors tolérance. Là, pour l'instant, on a déjà quelques valeurs ici qui sont hors tolérance côté limite de surveillance inférieure. Donc, ce graphe déjà a plusieurs problèmes par rapport à celui-ci. C'est que là, nous avons non seulement le graphe qui est décentré, mais on a beaucoup de variabilité ici. Là, on peut voir avec notre CPK, ici, qui est inférieur à 1, 0,66. Donc, on a ici du souci à se faire parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Et cela s'explique également lorsqu'on regarde ici des valeurs. Vous voyez là, pour ce graphe de la côte 2, on a une observation ici. On voit qu'on a déjà des pièces pas conformes. Là, du PPM. PPM, c'est nombre de pièces mauvaises par million de calcul. Donc, tous les défauts. Honnêtement, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le PPK. Si quelqu'un a un problème sur le PPK, il me pose la question, je vous expliquerai terre à terre comment calculer le PPK et comment on l'obtient et comment on l'interprète également. Donc là, moi, je vais juste vous montrer la différence ici. On voit déjà qu'on a des produits non conformes comparés au premier graphe ici qui était observé 0 et là, on avait seulement 1. Quand on revient dans le graphe avec beaucoup de variabilité, on voit que du côté de la limite de surveillance inférieure, nous avons donc des produits non conformes. C'est pourquoi pour être tranquille, généralement, dans une interprétation ou bien dans une analyse de capacité, il faut que le PPK et le CPK soient égaux. Ça, c'est vraiment dans un monde idéal, moins de variabilité possible. Ce n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore vu une entreprise qui a fait son analyse CPK où le PPK était égal au CPK. Donc, il faut juste que le PPK soit le plus proche possible du CPK. Voilà. J'espère qu'avec cette petite interprétation, tu arriveras quand même
à comprendre la différence, mais lis très bien aussi également les informations que je te mettrai avec les liens dans la description de cette vidéo et tu comprendras très bien comment ça fonctionne, ces indicateurs de capacité. Je vais donc m'arrêter ici et j'espère que toi qui n'as pas posé la question, cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé réponse à tes questions. Je te dis à très vite sur la chaîne NipPub. Laisse un commentaire si tu veux bien. Encourage-moi, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à aimer la vidéo. C'est pas que c'est important, mais ça me fait aussi également plaisir. Ça me donne de la popularité. Partage sur des réseaux sociaux si tu veux bien. Fais connaître la chaîne parce que c'est en partageant que nous aidons le maximum de personnes. À très vite. Ciao, ciao.